Est-ce que le timing est bon sur LVMH? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait pour avoir les notifications. On commence tout de suite avec le géant français du luxe. Donc on est sur une publication qui a finalement été pas si mal reçue. Bon, on est en baisse quand même là sur le 24 juillet. Bon, alors la publication a eu lieu le 24 juillet. Donc le 25, il me semble qu'on est en hausse. Bah, à voir, de toute façon, c'est que du mouvement à court terme. Mais je pense qu'on a touché un point bas, hein, quand on était à 438 €. On a bien rebondi depuis et maintenant, ça s'améliore un petit peu pour l'entreprise. On va aller regarder ça dans les chiffres tout de suite. Alors, croissance du chiffre d'affaires. Bon, ben voilà, hein, donc on a ce qui s'est passé pendant la pandémie et puis rattrapage derrière. Maintenant, c'est décélération continue depuis décembre 2021. Donc le luxe n'est pas éternel, le luxe est cyclique. Il faut s'en rappeler, il y a eu un super cycle évidemment. Le super cycle, il date de qu'est-ce qu'on pourrait dire? Peut-être l'entrée, enfin l'enrichissement du consommateur chinois. Mais en réalité, vous voyez bien qu'il y a du cycle, hein, sur le luxe. Ici, c'était un peu cyclique. Trou d'air ici, artificiel évidemment, mais ça a été compensé derrière, tac, on normalise et on revient sur un profil cyclique. Donc le luxe est tout à fait cyclique. Il ne faut pas croire qu'il y a de la croissance, ad vitam aeternam. Donc en médiane, c'est 11,2 % de croissance du chiffre d'affaires sur 10 ans. Pas mal, hein, quand même. Sur, les 12 derniers mois, en publié, on est à -3,2. Donc toujours en décroissance. La décroissance s'accélère en plus, donc ça, c'est pas encourageant. On a eu 99 milliards d'acquisitions sur 10 ans, c'est un peu moins que la moitié de la market cap. Est-ce que ces acquisitions ont créé de la valeur? Il faut regarder s'il y a eu des dépréciations des écarts d'acquisition, mais je pense qu'ils sont assez bons en fusion-acquisition, hein, côté LVMH, donc ils savent y faire en rachat d'entreprise, en synergie. Donc ça c'est pas mal, ça aide à booster la croissance totale du groupe. Ça, c'est excellent. Ce qu'on veut voir dans une entreprise qui fait de la croissance, ce sont des taux de marge en augmentation. Alors, taux de marge brut, donc niveau élevé, 66, on est sur la médiane. On est allez, sur une légère augmentation en 10 ans, mais rien de fantastique. Le taux de marge d'EBITDA, lui, il a bien augmenté, hein, depuis 10 ans. On a pris quand même 3 points de base, 300 points de base, pardon. Donc c'est pas mal, hein. On est sur, du 25 contre 25,3 contre 25 en médiane. Ça a un peu chuté depuis, 2023 malheureusement, mais sinon on est sur une bonne trajectoire d'amélioration. Globalement, on va dire que les opérations s'améliorent, l'efficience opérationnelle augmente. Au niveau du taux de marge net, on est sur, aussi une bonne progression, quoique en fait on revient au niveau du début de la décennie, donc on revient à 13,5. Bon, ces derniers temps, il y a quand même, un net ralentissement, donc ça peut faire baisser le taux de marge net, hein. On voit que de toute façon tous les taux de marge sont en baisse. Ça, c'est l'effet ciseau négatif. Quand vous avez une décroissance, vos coûts fixes sont répartis sur moins de volume, donc mécaniquement vous avez un effet, ciseau négatif, un levier négatif. Bon. Les free cash flow, eux, remontent un petit peu par rapport aux bénéfices nets et ça, c'est normal puisqu'on a moins de croissance, donc moins de raisons de financer, l'activité et donc ça fait du cash qui n'est pas utilisé et qui peut être, soit, du coup, utilisé pour se désendetter, soit rendu aux actionnaires, soit faire des acquisitions. Bien. Bon, pour moi, LVMH, ça reste quand même une société qui est bien gérée. Ses taux de marge, ils baissent un petit peu, mais c'est normal vu que le secteur est en décroissance. La décroissance n'est pas spécifique à LVMH. Donc il y a rien, il y a pas à s'inquiéter sur ces taux de marge, ils sont plutôt corrects. Si on regarde maintenant la conversion des bénéfices nets en free cash flow, on a un peu plus de free cash flow que de bénéfices nets en cumulé, donc ça c'est pas mal. Ça veut dire c'est pas mal. Ça veut dire que surtout qu'on fait moins de dépenses en capital qu'avant. Est-ce que le BFR est négatif chez LVMH? Non, 19 milliards de BFR positifs, ça c'est pas bien, hein. Enfin, c'est moins bien et ça a fortement varié depuis 2022. Donc si votre BFR augmente, vous allez avoir besoin de plus en plus de liquidités pour faire tourner vos opérations, malheureusement. Donc ça va être, pour financer les stocks. Vous avez peut-être un délai, client qui s'est réduit et un délai fournisseur, qui a augmenté. Donc au contraire, un délai fournisseur qui s'est réduit et un délai client qui a augmenté. Donc là, vous allez devoir vous-même mettre du cash dans les opérations pour faire tourner. Ça, c'est pas encourageant, hein, cette dégradation-là, malheureusement. Si on regarde les dépréciations amortissement vs la dépense en capital et les other non-cash items, on est sur maintenant une dépréciation amortissement qui est supérieure aux dépenses en capital. C'est-à-dire que l'appareil productif commence un peu à se rétracter côté, LVMH. C'est pas si grave, hein, si vous faites des acquisitions, ça vient compenser, cette rétractation de l'appareil productif puisque, du coup, vous faites de la croissance en rachetant des boîtes qui
du coup, vous rachetez un appareil productif à côté. Vous avez 40 milliards de other non-cash items. Donc là, il faut aller voir de quoi il s'agit. Dans les tableaux de flux de trésorerie, potentiellement des prestations de carte d'acquisition ou autre chose. Il faut vérifier. Donc vous retrouvez, je pense que vous retrouvez à peu près, donc on a 14 milliards de différence entre les dépréciations, amortissement et les capex. Et je pense que vous allez retrouver ici, donc il vous en manque une partie. Donc là, vous n'avez pas toutes les informations pour comprendre ce qui se passe. Il faut aller voir un tableau de flux de trésorerie pour comprendre pourquoi est-ce que les free cash flows sont supérieurs aux bénéfices nets. Bon, c'est pas une grande différence, hein, donc pour moi, on pourra utiliser le PER ou le price to free cash flow. Alors, on pourra utiliser les bénéfices nets ou les free cash flow sans grande différence. En revanche, il fallait regarder s'il y a de la dette et auquel cas, il vaudra mieux utiliser la valeur d'entreprise plutôt que la market cap, hein. Quand vous faites price to quelque chose, c'est la market cap qui est utilisée. Ça ne tient pas compte de la dette, évidemment. Si vous regardez le rendement, si on regarde ensemble maintenant le rendement des capitaux investis, on est sur une médiane de 13,7, très élevée, très bonne rentabilité. Ça, c'est le luxe, hein. Mais ça se dégrade, hein. Depuis 2023, on est en baisse sur le rendement des capitaux investis. On a 12,2%. Donc c'est normal, hein, la rentabilité se dégrade puisque on a un ralentissement de la croissance. Ça peut vouloir aussi dire qu'on perd des parts de marché, malheureusement, hein. Donc là, il faudra voir quand la croissance repartira, est-ce que la rentabilité recommence à augmenter? Ça sera important, à mon avis. Donc bonne rentabilité, cela dit, il n'y a pas de croissance organique en ce moment, donc là, ça fait une génération de cash importante. Alors, si on regarde l'endettement du groupe comparativement à l'EBITDA et au free cash flow. Alors, 31 milliards de dettes, 21 milliards d'EBITDA, donc ça fait une fois et demie l'EBITDA en termes de dette nette. Il faut vérifier d'ailleurs s'il n'y a pas des obligations locatives qui sont incluses là-dedans. Il faudrait les enlever dans ce cas-là. Donc soutenable, la dette sans problème. Par contre, elle augmente, elle continue à augmenter régulièrement. Ça, c'est moins bien. Et alors que l'EBITDA est en train de baisser. Donc votre levier en termes de dette nette sur EBITDA, lui, augmente. Pour ce qui est des free cash flow, on a 2 fois les free cash flow, donc c'est soutenable. Bon, l'endettement à ce niveau, c'est pas un sujet. Maintenant, la trajectoire commence quand même à se dégrader, hein, et ça, c'est un peu moins bien. On va regarder la rémunération de l'actionnaire maintenant. Alors, le dividende, rachat d'actions et rendement de l'actionnaire. 15 milliards, 15,2 milliards de free cash flow, 6,3 milliards de dividendes. Donc très soutenable à ce niveau. Vous avez un peu de rachat d'actions. Je pense qu'elles ont été annulées. Il faut aller vérifier. Auquel cas, si elles sont annulées, vous avez un rendement d'actionnaire qui est à 2,8%. C'est quasiment du jamais vu, hein, sur LVMH d'avoir ce rendement de l'actionnaire, qui est quasiment en fait, qui provient quasiment du dividende. Donc voilà, en termes de rendement du dividende, LVMH n'a jamais été aussi peu cher et pourtant c'est bien couvert par les free cash flow. Donc intéressant quand même. Ensuite, la valorisation. Alors en termes de valeur d'entreprise sur EBITDA, on trouve sur une médiane de 13,8%. Bon, maintenant on est à 11%, donc vous avez quand même 25% de décote à la louche. Si on veut être plus conservateur, on zoom sur 5 ans. Non, sur 5 ans, on était encore plus valorisé que ça. On peut être, sur 3 ans, vous êtes à 14,2. Donc vraiment, là, on est sur un multiple qui est quand même bas. On est passé en dessous du multiple du Covid, de la pandémie. Bon, elle a un petit peu rebondi là, mais on est toujours très bas, hein, toujours à ce niveau-là, au multiple de 2020 ou au multiple de 2017, alors que la boîte n'avait pas du tout cette taille-là et ce positionnement concurrentiel. Donc, moi, je reste positif sur LVMH. La croissance continue à décélérer, on est d'accord. Mais il y a des activités, en revanche, donc l'activité surtout de distribution sélective, les joailleries aussi et les montres qui sont plutôt résilientes. Maintenant, l'activité principale qui est mode et maroquinerie, c'est -7%. Vin spiritueux, -7%. Donc il y a des segments d'activité qui surnagent un petit peu. Pas toute l'activité surnage, malheureusement, mais je pense que ça reste peu cher à ce niveau-là, hein. On est sur quand même du luxe, on est sur une boîte qui est bien gérée. C'est l'industrie qui traverse un mauvais cycle, c'est pas la boîte qui a un problème, je pense. Donc je pense que ça va se reprendre sur LVMH et qu'on peut la mettre en watchlist, en tout cas, si on est intéressé par le secteur, pour la creuser plus en détail parce que, eh bien, je pense qu'on va continuer à rebondir dans les quelques trimestres qui viennent. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.